C'est une véritable légende du roman, du théâtre, de la poésie, de la chanson. Serge Rezvani est avec nous. Serge Rezvani, c'est un tourbillon. Votre vie a toujours été une sorte de tourbillon, comme le chantait Jeanne Moreau, sur vos paroles. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'au fond, vous n'avez pas vu passer ces 97 années. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme le temps. C'est très variable. L'enfance, c'est trop long. Et après, ça va de plus en plus vite. Mais bon, il y a de l'avenir. Oui. Il y a toujours de l'avenir. Ce qui est fou, c'est que vous avez, on le dit, 97 ans, plein de projets, encore des chansons. Beaucoup de projets, c'est vrai. Je crée beaucoup. Mais c'est ma respiration, c'est mon oxygène. Mais... Ouais. Écoutez la voix de Jeanne Moreau. Tant de souvenirs. Un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en Voilà, regardez, ça c'est Jeanne Moreau. Alors, le disque s'appelait à l'époque 12 chansons de Cyrus Passiak. C'était vous. C'était J'ai vous. pris un pseudonyme, oui, c'est vrai. Je ne voulais pas paraître, je vivais à l'écart. Et toute ma vie, j'ai vécu à l'écart, mais quand même. Puis à un moment donné, mes chansons m'ont rattrapé. Oui. Et je les revendique. C'est beau parce que ces chansons font le tour du monde. Ah oui, elles font le tour du monde tout le temps, encore aujourd'hui. Et surtout, elles font le tour des générations. C'est ça qui est le plus étonnant. Oui, elles touchent parce qu'au fond, le tourbillon de la vie, vous racontiez ce qu'était votre vie déjà à l'époque. Bien sûr. Fond. Puis c'est une façon de parler de l'amour peut-être qui est un peu naïve, qui est au fond très féminine. Je pense que les femmes sont très touchées par la façon dont je parle de l'amour. Oui. Je ne suis pas un mec. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un mec, Serge. Pas du tout. C'est de ne pas vouloir être un mec. Ah non. Au fond, cette part de féminité qui vous a fait aimer les femmes toute votre vie. J'aime pas les femmes, le féminin. Et c'est les mecs qui foutent la planète en l'air en ce moment, hein, quand même, il faut bien le reconnaître. C'est des souvenirs, ces chansons-là. On va voir des images, parce qu'il y a un splendide coffret qui vient de sortir chez Jacques Canetti. Il y a Bien tellement d'autres chansons, Oui. tellement de choses merveilleuses. Ah oui, il y a énormément de jeunes qui chantent mes chansons. Ouais. Et même, non, il n'y a pas que des jeunes, il y a même en anglais, Vanessa Redgrave qui chante magnifiquement. Oui. Et puis bon, oui, Françoise Canetti a fait un énorme travail. Oui, regardez ces images. petite ligne de chance. Hurry, only the time is now minuit. Savant frisson qui nous parcourt. Frisson de passion et d'amour. L'amour s'exprime avec des mots comme ça. Des mots de tous les jours. Je me regarde dans la glace, dire qu'on dit que c'est fugace. La jeunesse, on dit que ça passe, Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit. Petit à petit. Au bord du fleuve tranquille qui coule vers l'océan, ces archives. J'y pense chaque fois et je n'y puis rien. Chaque fois que tu te blottis dans mes bras. Nous vivions deux, si seuls dans la vie, nous nous aimions. Papa, t'es vraiment pas gentil. Tu m'as piqué ma petite amie Lily. La terrasse du Select, boulevard du Montparnasse. Ce qui Ça, est c'est ma arrivé. dernière chanson. Ouais. Ce qui est Ne doit beau, vous rien voyez au ces hasard. images, ce magnifique coffret chez Jacques Canetti. Hein. Et c'est de dire encore un projet. Là, vous allez faire un disque de duo. Je suis en plein enregistrement d'un nouveau disque uniquement un duo de chansons d'amour avec une comédienne qui s'appelle Nathalie Akoun. On fait exactement le contraire de ce qu'on entend en ce moment. C'est fragile, c'est amoureux, c'est tendre, Ouais. dans un mois, il sera terminé.
Ouais, le disque. on vous reverra à ce moment-là. Regardez, j'ai retrouvé des petits disques comme Et ça, oui, des à 45 l'époque tours. des- Jeanne Moreau. Ces chansons-là sont nées avec une bande de copains, une guitare. Vous vous retrouviez le soir, il y avait François Truffaut. C'est vrai. Et Boris Vian, il y avait Truffaut, on se réunissait chez Jeanne, pas loin de chez Vian d'ailleurs, pas loin de la Place Blanche. Et une fois par semaine, on se réunissait tous. Et puis, il y avait Francesca Solville. Et donc, on déchiffrait je composais beaucoup à l'époque, oui. Mais c'était pas tellement... Je ne pensais pas qu'elle franchirait le vallon où je vivais. C'est François Truffaut qui aimait beaucoup mes chansons et qui tenait à ce qu'elles soient connues. Oui. Ça serait dans mon tiroir. Et c'est Truffaut qui va dire, tiens, pour Jules et Jim, j'ai besoin de chansons. Absolument, il m'a demandé cette chanson-là, que j'avais composée bien avant, pour me moquer de Jeanne Moreau et de son mari qui se séparaient, qui remettaient ça. Bon, C'est ça l'histoire du tourbillon de la vie. Voilà, c'était ça. C'était l'histoire de Jeanne Moreau avec son compagnon. Absolument. Et c'était un peu pour me moquer gentiment d'eux. Bon, on était très amis. On était deux couples très, très amis. Oui. Alors, il y a un autre réalisateur qui va arriver, c'est Godard. Godard, Personnage, c'est autre chose. Ah oui, ça c'est un personnage, c'est le cas de le dire. Pas facile, hein? Oui, je pense qu'il était très malheureux. Il n'était pas facile d'être Godard pour lui-même, je crois surtout. Donc il y avait des méchancetés chez lui qui étaient... Mais bon, il a fait ce qu'il a fait, il a eu sa vie. Je déplore sa mort. De s'euthanasier soi-même, c'est dommage. C'est-à-dire, au fond... Il a programmé sa mort, il a décidé tel jour, il y a un lieu en Suisse, près de Lausanne, je crois, où les gens vont se faire mourir. Et Godard a fait ça. Oui. Parce que ça lui ressemblait, ça? Je ne sais pas si c'est une méchanceté envers lui-même, parce qu'il était méchant. Mais bon, il était lui, il était ce qu'il a été, et puis bon, oui, c'est un curieux personnage. Oui. On va entendre une voix, c'est Anna Karina, évidemment. Alors vous allez écrire cette chanson-là, inoubliable, pour Pierrot le Fou. Écoutez. Bien sûr. C'est une des très belles séquences. Dans la mer, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, dis-moi Belmondo qui chantait faux. Ouais. Ça c'est vrai qu'on entend la voix d'Anna Karina, on se souvient de la séquence du film. Et Belmondo, oui, mais il aurait pu chanter. J'ai essayé de le faire travailler, mais il n'avait pas d'oreille, il chantait faux. Mais c'est ça qui fait la beauté de la séquence. Oui. Et donc il a fallu prendre quelqu'un d'autre pour le disque, là. On entend quelqu'un d'autre. On n'a jamais su qui. Ah bon? Je pensais que c'était Godard, mais pas que non. Oui. Mais bon. Oui, mais là, un mot quand même sur Anna Karina. Évidemment, la compagne pendant tant d'années de Godard. Et ça a été difficile aussi pour elle, pour Anna, de vivre avec cet homme. Mais il avait tellement de difficultés de vivre avec lui-même que je pense qu'une femme, elle a dû récolter pas mal de difficultés, c'est sûr. Vous avez été témoin, ça? Oui, on a eu des dîners très violents entre eux, quoi. Et c'est très gênant quand avec Lula, on était dans le bonheur, et on était à 4 chez nous. Et c'était la violence. Entre eux, c'était terrible. C'était vers la fin. Pour lui, Pierrot le Fou, c'était le contraire de ce que nous vivions. C'était un homme qui voulait écrire, et la femme était une emmerdeuse à tel point qu'elle l'empêchait d'écrire, et il s'est entouré la tête de dynamite et il se fait sauter. Ouais. C'était vraiment très, 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 très brutal, cette histoire. On a eu des rapports extrêmement bizarres. Parce qu'il a été très étonné quand il est venu chez nous de nous voir dans un lieu extraordinairement beau, très paisible, oui, très dans le heureux. Sud de la France, vous viviez dans un endroit idyllique. Très magnifique, oui, très beau. Et avec une femme, Lula était très très belle. Donc tout ça a été très idyllique et ils arrivaient à un moment où Pierrot le Fou, c'était exactement le contraire. Et nous, on avait quitté la ville tous les deux. Et donc à ce moment-là, les années Lula, où j'écrivais comment on quittait Paris et pour vivre, hors de la ville, une vie nouvelle. Et donc ce film commençait comme ça. Et puis voilà, il se fait sauter la tête. Moi, je ne me suis pas fait sauter la tête. Non. Vous aviez failli, vous aviez pensé au suicide un jour, Serge, en ayant perdu votre
Grand amour. Non, ça a été très dur parce que Lula a eu la maladie d'Alzheimer. J'ai écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs L'Éclipse. Et où à un moment, c'était tellement violent, ça a duré 10 ans. À un moment, j'ai pris le fusil. En effet, j'ai hésité à la tuer et me tuer. Puis j'ai pas pu. Ça a été très dur. Mais c'est un livre qui... Une journée à la faculté de médecine sur ce livre, parce que je parle de celui qui est à côté. Et ça, il faut toujours penser. Et à l'époque, c'était très dur d'être à côté de quelqu'un qui perd la tête et qui me disait « Qui es-tu, toi ?» Je ne te connais pas. Tu sais, j'ai vécu avec un type qui a écrit, qui a pas... Elle faisait mon éloge en me traitant d'un pauvre type. Donc c'était très violent aussi, ça. C'est très dur. Ça, Alzheimer, c'est quelque chose d'épouvantable. Il y a cette voix, encore une chanson avec vous, Dragée au poivre, un film, vous faites la musique, Un très joli film. Guy Bedos. Écoutez, c'est incroyable, hein, parce que Sophie Daumier, Oui, voilà, leur duo est très beau. ouais, Dragée au poivre, sur des paroles hein, de Serge, écoutez. Plume, plottez-moi, plume, sautez-moi, plume, plumez-moi, plume, passez-moi à la moulinette. Plume, 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 faites-moi tourner la tête. Ketchupez-moi, savourez-moi, amourez-moi, croquez dans moi comme des croquettes. Plume, 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 puddinguez-moi. C'est magnifique. Bedos et Daumier, sur votre parole. Vous vous amusez beaucoup en chanson. Ah hein. oui, beaucoup, beaucoup. Certaines, je les écrivais de la main gauche, carrément. D'autres, plus de... Bon. Ça a été un moment de ma vie merveilleux, mais bon, je continue à composer, donc Ouais. et à écrire, Ouais. bien sûr. Tiens, il y a une chanson qui dit « Je ne suis le fils de personne Ma ». carte Alors vous la d'identité. chantez en duo avec Kali, tous les deux, écoutez ça. Et ça, c'est vrai, vous dites « Je ne suis le fils de personne Ah, c'est ma carte d'identité. Ouais. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Fils de personne d'aucun pays. Je suis à moitié russe, à moitié persan, je me dis même pas iranien, j'ai pas eu de vie de famille, j'ai vécu dans des pensionnats de Russes blancs. Non, je suis de nulle part et je le revendique. Et je suis dans la langue française qui est sublime, qui est belle, qui est une langue qu'il faut préserver à tout prix. Ouais. Et la laisser s'enrichir de la rue quand même. Mais c'est magnifique. Ouais. Et Grand Prix de poésie et tant de récompenses pour Serge Rezvani. Écoutez ça. Au gré de l'amour, peut-on s'abandonner quand on se souvient ce que sera demain? Contre les humains qui s'aiment dans leur coin, les forêts d'acier fleurissent de barbelés. Sommes-nous si peu de choses, des insectes trop petits? Ne sommes-nous donc plus des hommes pour nous laisser faire ainsi? Est-il encore temps d'aimer? Et ça, on imagine votre réponse à cette question. C'est toujours le temps d'aimer. Toujours. Absolument. Je pense que c'est la base même de l'avenir, de la vie, de la surprise de tous les jours. C'est quelque chose de très beau, l'amour. Évidemment. Ouais. J'ai écrit beaucoup. Le disque que je suis en train de faire est uniquement des duos d'amour. Oui. L'amour est à la base de chaque ligne, chaque mot, de la vie. Alors, on va parler de ce livre qui est formidable avec une préface Ça, c'est de autre chose. Jean-Marie Gustave C'est mon Leclésio. livre, ça. Je Ouais. pense que tout le reste n'a été que Prix des... Nobel de littérature qui Des fait la beaux- préface de La Traversée des Monts Noirs, qui est réédité chez Philippe Ray. Oui, ça, c'est merveilleux qu'il Édition. le réédite, oui. Ouais. C'est, quand vous dites c'est mon livre, c'est vrai Je qu'il y a, pense que il y a tous mes tout, autres là. livres m'ont amené à pouvoir écrire celui-là, qui est un livre très particulier, qui traite de la... Je fais le parallèle entre le peuple juif et les oiseaux. Il y a beaucoup entre un mélange d'ornithologie et de... Le personnage, quand même, s'appelle l'arpenteur sans arpent, en souvenir, évidemment, de l'arpenteur de Kafka. Et donc, oui, c'est très actuel, en plus. C'est terriblement actuel, ce livre. Il a été écrit il y a 30 ou 40, je ne sais même plus. Ouais. Pourquoi vous dites ça, Serge? Vous dites c'est très actuel. Mais sur la question de ce qui se passe en Israël en ce moment, entre
les Palestiniens, les Juifs. Bon, c'est un problème très grave. Et en plus, les Iraniens qui sont derrière à essayer d'avoir une bombe atomique pour la jeter sur Israël, quoi, il se passe des choses très graves en ce moment. Et tout était là-dedans déjà, bizarrement. Oui. Donc c'est un livre qui se passe entre Israël, New York, la Pologne. Ça fait le tour de la Terre comme les oiseaux migrateurs. Oui. Donc il y a beaucoup beaucoup de connotations ornithologiques. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup. J'ai l'impression qu'il s'est écrit malgré moi. C'est-à-dire qu'il vous est, il est sorti Absolument. de vous comme ça. Il était écrit en moi, il faut croire. J'en ai été le scribe. Ce roman éblouit par toutes les questions qu'il nous pose, par ses réflexions sur le plus profond de la conscience humaine, dit Le Clésio. Oui, sa préface est très belle. C'était un bel article qu'il avait écrit à l'époque de la sortie du livre. C'est au fond la question de l'identité, quand on disait il y a l'instant, oui, vous bien sûr, dites, bien sûr. je ne suis le fils de personne, mais on se souvient Absolument. de vos origines, des Russes blancs, Bien on se sûr. souvient de la guerre aussi. Bien sûr. Vous êtes orphelin très tôt. Très tôt. Ouais. J'étais orphelin le jour où je suis né. Ouais. Presque. Non, c'est vrai, j'ai pas eu de famille. J'ai beaucoup manqué de féminin, justement, dans mon enfance. C'est pour ça que je regarde le féminin avec beaucoup d'étonnement. Les femmes ne sont pas complémentaires, c'est une autre civilisation, tout simplement. C'est une autre civilisation. Ah oui, je pense. Et qu'il y a beaucoup à réfléchir là-dessus, mais pas d'une manière un peu primaire, souvent, je pense. On vit trop dans la... J'ai inventé un mot. On vit dans la consensure en ce moment. Qu'est-ce que c'est ça, la consensure? On n'ose pas parler, on n'ose pas dire les choses. On est dans la censure, mais la consentie. La liberté de langage se restreint énormément. Et je pense qu'on va vers un monde des insectes, où il n'y aura plus de sexe, il y aura des ouvrières, et puis l'utérus artificiel, évidemment. On fabriquera des bébés en usine. C'est l'avenir. C'est terrible. On ne le verra pas, ni vous ni moi. Oui. Mais on va vers ça. Le refus du genre, justement. Ça vous inquiète? Vous dites, il y a quelque chose qui va pas? Non, ça ne m'inquiète pas. Je trouve que, comme l'homme invente sa vie et son avenir, je trouve que c'est passionnant de voir jusqu'où l'homme remplace Dieu, d'ailleurs, tout simplement, et que nous allons vers quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aimerais bien... Ça m'embête de mourir. Je suis vexé de mourir. Parce que j'aimerais bien être sur la rambarde d'en haut à regarder et dire « Ah bon, ils en sont là !» C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Plus l'intelligence artificielle dont on parle tellement, qui ne se trompe jamais. Mais toutes les plus belles choses de l'invention humaine, ça a été souvent des erreurs. L'homme se trompe et c'est là où il invente. Alors la machine... Mais aujourd'hui, il refuse de se tromper. L'homme croit détenir la vérité avec la machine. Il veut vraiment une intelligence artificielle. Ça ne va pas ensemble. Oui. L'intelligence n'est pas artificielle. Vous dites, ça m'embête de mourir. Mais non, ça me vexe. Ça vous vexe? Ah oui, vraiment. Mais bon, je me suis programmé à 115 ans. Donc j'ai encore du temps. Mais vous dites que vous avez une idée de la mort, vous savez ce que c'est? Ou vous avez l'imaginé ou... Je sais que je suis dans le couloir de la mort, mais nous sommes tous dans le couloir, mais plus ou moins près du moment. Mais c'est très bizarre. L'approche de la mort est une chose très extraordinaire par rapport à l'âge. C'est étrange. Les jeunes... Qu'est-ce qui se... Grâce à la guerre froide, on n'a plus tué les jeunes, mais avant, les vieux se débarrassaient des jeunes dans les guerres. Il n'y a qu'à voir tous les monuments aux morts, c'est des gamins qui sont morts. Les vieux s'en débarrassaient. Il y a eu la guerre froide. Et comme la bombe elle ne trille pas. Donc les vieux ne l'utilisent pas pour l'instant, tant mieux pour les jeunes. Mais sauf qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas leur place. Aujourd'hui, ils n'ont droit à rien, ni à la terre, ni à l'air, ni à l'eau, ni au logement, ni à rien. Il y a un précurseur qui s'appelait un post-surréaliste qui s'appelait Isidore Isou, qui avait, dans les années 45, prédit qu'un jour il y aurait une révolution mondiale de la jeunesse. Il avait vu très loin. Et je crois qu'on va vers ça.
Ce que vous m'avez dit en préparant l'émission, je suis entouré de morts, ce qui est, Ah oui, c'est l'effet du temps. Une nécropole, j'ai plus un seul ami vivant. Oui. Oui, autour de moi, c'est le désert de ma génération, je dirais. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Et alors, il y a une vie après, où vous y croyez à ça? Je vous demande, est-ce qu'on a eu une vie avant? Oui. Vous avez eu une vie avant? Non, avant. Oui. Avant ma naissance. Ça remonte aux dinosaures et bien avant. Nous n'étions pas là. Je ne vois pas pourquoi on serait après. Oui. Mais vous, votre vie, vous dites, j'ai une vie. Là maintenant, la vie, votre vie, elle est extraordinaire. Vraiment, je pense qu'il faut savoir ce qu'on ne veut pas vivre. Pas ce qu'on veut vivre. Si on sait ce qu'on ne veut pas vivre, la vie vous offre, elle est très généreuse, la vie. Elle vous offre tout le reste. Mais évidemment, si vous croyez condamné à être ce qu'on vous a mis dans la vie comme ça, et sans révolte, sans refus, sans se dire je ne veux pas vivre ça. Mais le jour où on dit ça, on invente sa vie, et la vie est très généreuse à ce moment-là. Vous voyez, un mot, c'est liberté. Alors, c'est vrai qu'on disait, la guerre, vous allez rencontrer Paul Éluard, par exemple. Très jeune. Incroyable personnage. Mais j'étais très doué comme jeune peintre. Et il a beaucoup aimé ce que je faisais. On a fait un livre ensemble très beau, qui est le plus rare d'ailleurs de la bibliothèque. 16 exemplaires de ce livre. 16 exemplaires, oui, c'est ça. Ouais. Oui, vous, c'est vrai. on voit, nous, Paul Éluard, ce sont des mots, c'est des poèmes. Et là, on voit cet homme que vous avez connu. En vrai, il existait, Paul Éluard. Bien sûr, bien sûr. Il attendait, je tirais c'était des gravures sur bois, et je le voyais régulièrement. Il était très gentil, on avait faim, c'était juste après la guerre. Et il me préparait un peu de fromage, toujours un peu. C'était vraiment un homme très, très doux, très intelligent, très intéressant. Puis un jour, il m'a dit, j'ai écrit un poème. Non, j'ai écrit un vers dont tout le monde s'étonne. C'est drôle qu'il m'ait dit ça, que je ne connaissais pas. La terre est bleue comme une orange. Et il m'a dit, mais tout le monde me demande pourquoi je l'ai écrit. En fait, m'avait-il dit, j'avais oublié des oranges dans un compotier. Et elles avaient pourri, elles étaient bleues. C'est très joli. Voilà. Ouais. Le souvenir des Loirs. C'est incroyable parce que vous allez faire plein de métiers. Vous allez être plongeur à Saint-Tropez, plongeur dans l'eau. J'ai beaucoup fait d'apnée, mais c'était juste après la guerre. C'était un Saint-Tropez d'après-guerre extraordinaire, un village de pêcheurs. Village de pêcheurs, oui. Donc j'ai vécu de la pêche. J'ai survécu, je veux dire. Il fallait manger. Mais les fonds sous-marins, c'était les Caraïbes à l'époque. Aujourd'hui, il y a des plastiques. Je ne mets même plus jamais de lunettes pour voir ce qui se passe dessous. Ouais. C'était tellement beau. Vous avez l'impression, vous m'avez dit, à l'époque, d'être dans le siècle d'avant encore. Il y avait comme si quelque chose, une autre époque qui existait encore. Je viens du 19e et je suis tombé dans le 21e. Il y a eu tout un trajet extraordinaire. On parlait tout à l'heure, évidemment, de cette rencontre, mais il y a la peinture. Parce que votre premier désir était de peindre. On a vu derrière vous des tableaux, parmi tant et tant de tableaux d'œuvres. Pendant 20 ans, je n'étais exclusivement que peintre. Et je me suis rendu compte que ce qui se passe, la commercialisation de l'art contemporain, et tout ce qui s'est passé autour, j'ai arrêté. Je suis sorti de la cote. Je n'ai plus de cote. J'ai exposé dans de grandes galeries, j'ai beaucoup exposé, ça marchait très bien. Mais je ne regrette pas. J'ai eu la chance de pouvoir écrire. Les chansons, d'ailleurs, m'ont amené à l'écriture. Oui, mais là, quand même. Vous vous dites, je me souviens, vous m'aviez dit un jour, je me montrer sur une colline avec tous mes tableaux et je vais mettre le feu à tout ça en disant, regardez, puisque ça ne vaut rien. C'était pas le problème de ce que ça vaut. Mais c'est très embarrassant, des tableaux, j'en avais pas mal. Et donc, je ne savais pas qu'en faire. Donc, un jour, je me suis dit, pourquoi je ne les brûlerais pas? Et puis, on n'en parle plus. Parce que toute ma vie de peintre est derrière moi. Et je ne revendique rien. Cézanne disait, chaque peintre ajoute un maillon à la chaîne. Mais il y a eu un moment où on a brisé la chaîne, tout simplement. Je pense à partir de Monet, des Nymphéas. Tout le reste a été... Bon, Picasso disait, je ne cherche pas, je trouve. Moi, j'ai dit, j'ai beaucoup cherché, j'ai rien trouvé. Ouais. Et donc, je me suis mis à écrire. Pourquoi? Parce que Picasso, il avait trouvé quoi, d'après lui? Il avait trouvé... J'ai écrit un livre qui s'appelle Beauté, où je parle de tout ça beaucoup. J'analyse ce qui s'est passé dans l'art contemporain.
les gens vous disent Kunz. Mais je dis, mais non, c'est très bien, Kunz. C'est du Walt Disney, c'est très amusant. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à leur... Mais il ne fait pas partie de l'histoire de l'art, tout simplement. Il fait partie du Disneyland. Ah bon, mais les gens, ils sont soulagés. Oui. Donc, Ça veut dire qu'il y a une forme d'escroquerie, c'est l'argent. c'est pas quoi? l'escroquerie. C'est Je crois quelques milliardaires qui décident. Oui, ça c'est exactement. Il y a des gens qui décident. Évidemment, ils se veulent mécènes, soi-disant, mais ça fait beaucoup de fric, tout ça. Puis il y a les Chinois, et puis il y a les pays du Golfe, et puis il y a des Pinault, des Arnaud. Bon, bref. Tout ça, c'est très... Mais ça mérite même pas qu'on en parle. Oui. Ou alors il faudra en parler longuement. Mais, enfin, non, mais je reviens là-dessus. Je suis étonné de ce que vous avez dit sur Picasso. Il vous a dit j'ai trouvé. Vous avez dit moi j'ai rien trouvé. Mais il avait trouvé quoi? Le fric? Il avait trouvé quoi? Non, le succès? De toute façon, il n'était pas... Non, il était violent, il était dur. Mais je l'ai croisé d'ailleurs. Il voulait faire... Il aimait beaucoup mon père qui était magicien. Et un jour, il lui a dit, viens choisir un tableau. Je ne fais jamais, je t'offre un tableau. Mon père a dit, non, tu fais les mêmes conneries que mon fils. Parce qu'il était très déçu que je fasse de la peinture abstraite à l'époque, comme on voit là. Oui. Ah oui, alors donc du coup, votre père, il n'est pas allé chercher le tableau de Picasso? Non, il ne voulait pas. Et Picasso a dit, enfin, un homme sincère. Ah oui. Il avait la conscience que ce qu'il faisait était génial ou pas du tout, Picasso? Ben, il était génial, il s'était déclaré génial, et il l'était, bien sûr qu'il était génial. Il y a tellement... Ça dépend de quel point de vue on regarde sa peinture. Bien sûr qu'il était génial. Comme Dali, comme... Dali, c'est autre chose. Dali, c'est le seul qui... Non. Picasso était un plâtrier, il peignait à 2 dimensions. Dali utilisait la peinture à l'huile comme les flamands, qui permettent la 3e dimension. On a inventé la peinture à l'huile pour introduire la 3e dimension, qui est la dimension du rêve, la dimension de l'impalpable. Non, Dali, c'est très différent, très intelligent. Et en même temps, non, il a écrit même des choses assez... Non, Dali est disons, il est le produit du surréalisme et qui valorise le surréalisme, je pense. C'est le seul, même, je dirais. Oui. Il est très intelligent. Oui, non mais quand même, c'est vrai que... Toute sa logorée est extraordinaire. Oui, non mais ça veut dire que aujourd'hui, l'art, c'est devenu du fric, quoi. C'est un commerce, c'est ça, au fond. Oui, vous savez, les gens très riches, il faut bien qu'ils se distinguent un peu, parce que quel est leur talent? De bien miser. Mais quel est l'intérêt de miser? L'argent, c'est quand on n'en a pas qu'on y pense tout le temps. Mais quand on en a, on ne doit plus y penser. Et eux, ils pensent tout le temps. Oui. Donc c'est plus que ceux qui n'en ont pas. Mais bon, il y a 5 types dans l'univers qui va ramasser l'argent. C'est les prédateurs, vous savez. Le ruminant, il passe des nuits, des jours et des nuits à me ruminer l'herbe. Et à la sortie, il y a le prédateur qui le mange, qui mange les protéines fabriquées par quoi? Par le pauvre ruminant. C'est ce qui se passe dans la société. Alors ça, c'est une loi de nature. Non mais attendez, j'ai jamais entendu ça. C'est pas du marxisme, c'est autre chose. Ça, les ruminants et les prédateurs. Oui, il y a les travailleurs, c'est les ruminants, ils mangent de l'herbe. Et puis une fois qu'ils ont bien fait des protéines, il y a évidemment le prédateur qui le bouffe, c'est naturel. Oui. C'est ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Mais vous n'avez jamais, alors je reviens à ce mot liberté, parce que vous avez réagi quand j'ai dit ça. Vous avez dit ça, c'est le mot de ma vie. Vous avez vécu dans une maison du XVIIIe siècle, sans eau, sans électricité. Oui. Vous avez vécu à part. Ah, complètement. Je suis parti de Paris très tôt. Je n'ai pas attendu le Covid pour partir. Je suis parti il y a 100 ans, avec une femme que j'ai adorée. On a vécu 50 ans, tous les deux, dans une sorte de bulle. Bien que j'ai beaucoup écrit dans Le Monde, des articles politiques, je me suis beaucoup engagé. À côté, et là, on va sortir aux belles lettres, justement, tous mes articles politiques. Ils ont souhaité le faire pour montrer que, bien que j'ai vécu dans une bulle d'amour, et que j'ai écrit toutes les chansons d'amour et des livres d'amour, mais en même temps, vous savez, quand on est loin des choses, on les voit mieux que quand on est... Dans Paris, on est plongé dans Paris. Moi, je vivais à l'écart et vraiment, j'étais concerné par beaucoup de problèmes graves, de droits de l'homme, même avec Badinter. On a beaucoup fait de choses ensemble. Bon, bref. Oui. Donc, mais vous vous dites que le combat n'est jamais perdu. Vous vous dites que ça vaut le coup. Je pense que ce que disait Zola, vivre indigné, je pense que c'est
je ne suis pas pour les slogans, mais c'est vrai qu'il y a de quoi être indigné. Et à ce moment-là, on ne peut pas s'empêcher de le dire. À vos risques et périls, parce que moi j'étais condamné à mort par la SAVAK du chat, parce que j'avais écrit des articles très violents sur ce qui se passait en Iran à l'époque. Mais je n'ai pas pu faire autrement que sur la peine de mort. J'ai écrit une lettre ouverte aux académiciens au moment de Giscard. Non, mais c'était pas de l'engagement, c'était de l'indignation. Il y a des moments où on ne peut pas rester sans rien dire, c'est pas possible. Oui, même si on est menacé de mort. Oui, j'ai été, paraît-il, c'est les étudiants qui avaient occupé l'ambassade de Genève qui m'ont dit, ils m'ont téléphoné en me disant, vous savez, Serge, vous êtes sur la liste de la SAVAK. Et la SAVAK allait tuer les gens. Bon, ça aurait été étrange de mourir dans ma forêt, mais bon, ça n'a pas été le cas. Oui, non, mais évidemment, c'était mieux de ne pas mourir, mais au fond, mourir pour ses idées, c'est quelque chose qui vous aurait plu? Non. Non. Parce que mourir pour ses idées, c'est pouvoir tuer pour ses idées. Et ça, je ne tuerai jamais personne pour mes idées. Parce que c'est accepter la mort d'un côté comme de l'autre. Moi, je ne suis pas politique à ce point-là. Pas du tout. Je n'aime pas les slogans, je n'aime pas les idées toutes faites. Je vais sortir un livre, j'ai 100 ans d'interrogation, qui s'appelle Mes méditations, qui va sortir aux Belles Lettres l'année prochaine, où j'ai médité pendant 100 ans, je peux dire vraiment. Oui, 100 ans moins 3. Mais vous avez médité 100 ans. Toute votre vie, vous avez médité. Absolument. J'ai essayé de repartir à zéro parce que tout ce qu'on nous apprend dès l'enfance est faussé, évidemment. Il y a l'histoire et dessous, il y a la vraie histoire dont on ne parle jamais. Et sur les idées, c'est pareil. Je pense qu'on nous inculque des idées toutes faites et puis c'est très reposant de ne pas réfléchir. Et merci l'intelligence artificielle qui va nous décharger de la nôtre. Non, je ne suis pas pour ça. Je pense qu'il faut être toujours vigilant sur les idées. C'est ça, ça part de là. Et ça, c'est dès l'enfance. Il faudrait apprendre aux enfants, se dire non, je ne suis pas sûr que ça soit ça, c'est vraiment ça. Et on réfléchit. On réfléchit et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vérité. Mais la recherche de la vérité est une chose très, très enrichissante. Ouais. C'est très passionnant, tout ça. Ouais. La vie est passionnante. Et le sourire à la vie, votre sourire. Écoutez cette voix, je sais que vous avez été tellement heureux quand cette superstar a chanté une chanson de vous. Écoutez, Vanessa Redgrave. Any stranger, and I may pick up a girl. I am Jola Rouge, bosom my refuge, traveling the wide world. Alors, voilà, là, c'est Vanessa Redgrave. Et alors, cette chanson... Vanessa, oui. Oui. Mais en français. C'est traduit en anglais, là, bien sûr. Jo le Rouge, c'est une chanson qui est d'ailleurs dans un film avec Orson Welles, que Jeanne Moreau chante, Le Marin de Gibraltar, d'après un livre de Marguerite Duras. Ouais. Vous disiez, vous chantiez ça avec Truffaut? Oui, c'était on l'a chanté. C'est vrai. On l'a chanté, c'était notre chanson. Disons on se réunissait chaque semaine et où je dévoilais mes nouvelles chansons. Et cette chanson-là, qui est dans Le Marin de Gibraltar, Jo le Rouge, que chante Vanessa en anglais, pour un film anglais. Merveilleuse voix et merveilleuse actrice. Oui, puis ça a été mis en musique d'une manière magnifique par Duhamel. Ah, c'est très bien. Oui, ça fait partie aussi. C'est long, une vie. C'est long et c'est court, non, on dirait? Oui, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus... il arrive un moment où je suis fâché avec les chiffres. Oui. Et je suis étonné d'être encore là et tous les matins, je me réveille et puis j'ai plein de projets. Ça n'arrête pas. J'ai beaucoup de choses en route. Voilà. C'est magnifique. Mais je suis sûr, il y a un nom qu'on a prononcé dans cette émission, mais moi j'étais fan et je le suis toujours, de Boris Vian, quand même. Mais est-ce qu'on peut ne pas dire de Boris Vian? C'est un incroyable personnage. Bien vous sûr, avez si bien connu. Il connaissait bien mes chansons. Il venait souvent à ces soirées chez Jeanne Moreau, justement, une fois par semaine. On se voyait près de la rue Blanche, près de la place Blanche. Ouais. Et Vian venait, bien sûr. Il y avait Truffaut, il y avait... Qui n'est pas venu? Et on chantait. On chantait mes dernières chansons.
Viank, savait-il que sa vie serait brève? On sait qu'il avait un problème au cœur. Oui. Il vivait dans l'urgence. Ah oui, c'est terrible. Je me souvien qu'il y a eu des enregistrements où il venait et il me disait comment ça va? Il dit je suis encore là. Il avait l'air étonné d'être encore vivant. Mais c'était triste. Et oui. Ouais. Il écrit des chansons, Boris Vian, Le Déserteur, entre autres, hein. Oui. Des pièces de théâtre, Le Goûter des généraux, Bien Les sûr, bâtisseurs bien d'empire. sûr. Ah oui, oui. Une forme de révolte comme ça, anarchiste un peu quelque part. Ça vous réjouissait, ça? Mais Vian, j'ai eu des rapports avec lui. Il était éditeur de musique à l'époque, chez Tutti. Et j'avais écrit une chanson sur Paris et contre Paris. Et il m'a dit, mais c'est pas possible, on peut pas écrire une chanson contre Paris, c'est pas possible. C'était drôle. Mais donc on s'est beaucoup vu à un moment chez Jeanne Moreau, justement, qui habitait près de la rue Blanche, et où on chantait mes chansons, mes nouvelles chansons chaque fois, avec Truffaut. Oui, c'était souvenir, tout ça. Ouais. C'était vraiment... On était comme des gamins. Oui, c'est d'imaginer, parce qu'on vous voit hein, sur les pochettes. Voilà, je ne sais pas si Oui, on voit, là, regardez. bien sûr. Hein, on vous voit là, arriver avec la guitare et Jeanne Moreau à côté. Oui. Vous jouiez, elle riait, et vous étiez heureux. C'était comme vraiment les jeunes qui inventent l'avenir. Ah oui, mes chansons, je n'ai jamais pensé qu'elles dépasseraient le groupe. Des amis, on se voyait amicalement une fois par semaine chez Jeanne, et on faisait on tirait même aux cartes qui ferait la vaisselle. Oh non, c'était très, très charmant. Ouais. Et je me souviens de Truffaut, c'était l'été, on était à moitié, presque torse nu, tellement il faisait chaud, et on faisait la vaisselle. Ceux qui perdaient aux cartes faisaient la vaisselle, je me souviens de ces réunions. Non, c'était très gamin, on était des gamins. Ouais. Et vous chantiez « J'ai la mémoire qui flanche ». Oui, c'est vrai. Quand on est gamin, on écrit Absolument. une chanson qui dit « J'ai la mémoire qui flanche ». Je me souviens plus très bien. Oui, c'est vrai. D'où ça vient cette inspiration-là, Serge? J'ai jamais su pourquoi. J'ai toujours composé des chansons sur trois notes de guitare et qui sont, d'après les musiciens, extrêmement compliquées. Donc, ma mère était une grande violoniste. J'ai beaucoup chanté dans les pensionnats russes. Mais j'ai jamais voulu apprendre à jouer de la guitare. Je n'ai composé que sur 3 notes, tout ce que j'ai composé. Mais c'est, paraît-il, très compliqué comme musique. Oui. Donc voilà, c'était... Oui, c'est un souvenir de... c'était cette cérémonie où Vanessa Paradis chante. Ah oui, c'est vrai. Le tourbillon de la vie, et elle s'approche de Jeanne Moreau et elle lui chante. C'était beau, oui. Hein, Jeanne Moreau qui est dans la salle. Comment vous avez vécu cette scène, Serge? Écoutez, je vais dire, je ne savais pas que ça avait eu lieu. Je vivais très à l'écart et j'ai vu la séquence, je crois, 2 ans après. Donc je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé, justement, quand on les voit toutes les deux. C'est étrange. Ça vous a ému, j'imagine. C'est émouvant, ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est 2 générations, Vanessa et Jeanne. Bien sûr, mais récemment, j'étais à un dîner chez une comédienne russe, et tout d'un coup, il y a une petite fille de 4-5 ans qui est arrivée en tutu et qui a chanté. Qu'est-ce qu'elle a chanté? Je crois que j'ai la mémoire qui flanche, justement. Avec l'accent russe, c'était extraordinaire. Donc ça passe les générations. Et ça, c'est très émouvant. Oui. On le chantera encore dans 100 ans. Vos chansons continueront dans 100 ans, non? Elles vivent toutes seules, elles sont parties, elles se sont envolées, absolument. Vous dites, je crois que vous l'avez dit quelque part, mes chansons ne m'appartiennent plus. Non, c'est vrai. Ça échappe de moi. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Sauf que là, je suis en train d'enregistrer un disque, justement, avec une comédienne qui s'appelle Nathalie. C'est Nathalie Akoun. On vous recevra à nouveau, Serge, pour tout ça. Et puis vous dire merci. Alors, surtout, regardez, en livre de poche, La traversée des monts noirs. Oui, ça, je suis très heureux qu'il sorte. C'est chez Philippe Ray. Ne le manquez pas, c'est magnifique. C'est Serge Rezvani. Bon, merci. Qu'on était ravis de revoir. Merci que tout ça. Et on se quitte avec Vanessa. Ça vive, tant mieux. Et Jeanne. Merci, Serge. Puis on s'est séparés.